Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Dash TV et c'est votre magazine féminin, Moi Femme. Merci d'honorer notre rendez-vous. Pour ce numéro, nous parlons de la prise en charge de l'autisme. Les enfants ou alors les personnes avec autisme sont parfaitement capables de participer à tous les aspects de la vie. Marie-Mélanie Bell, notre invitée, vous allez le voir, se bat à le démontrer depuis plusieurs décennies. Présidente fondatrice de Orchidée Home, centre basé à Douala, capitale économique du Cameroun, avec ses équipes, elle travaille à la prise en charge de l'autisme, mais aussi à la formation à divers métiers des jeunes et des adultes autistes. Une aventure amorcée il y a plus de 2 décennies, au moment où les médecins posaient le diagnostic, son fils, Luc Olivier, est autiste. Mais avant, je propose simplement qu'on se plie à la tradition de l'émission, c'est-à-dire on va procéder à une rétrospective de la semaine, rétrospective bien sûr au féminin, ces visages qui ont fait l'actu. On retrouve Joyce et juste après, je vous introduis avec grand plaisir nos invités. Hello Adrienne, hello Tofu, where we present to you women who inspire, empower, and make change. First, let's head to Burkina Faso, where Delphine Traoré is making waves in insurance industry. As the CEO of Allianz Africa's General Insurance, she's expanding its reach and making insurance more accessible. Having served as COO, she knows how to strengthen the industry from inside out. Beyond business, she is a passionate advocate for women in leadership, proving that the boardroom isn't just for men. Next up, Ghana, where Angela Jimo is breaking barriers in tech. She made history as the first African woman to lead IBM Africa before taking on a major role at Microsoft. Now, as the founder and CEO of Brainwave Tech Africa, she is leading digital transformation while empowering the next generation. If Africa's tech future looks bright, it's because of women like her. From tech to education, let's head to South Africa, where Judith Delamini is making an impact on multiple fronts. As Chancellor of the University of Witwatersrand and founder of Bekani Group, she has built an impressive career in healthcare and business. But her mission goes beyond success. She is a fierce advocate for gender equality, sharing powerful insights in her book, Equal but Different. Finally, staying in South Africa, we meet Dr. Precious Motsepe, a powerhouse in fashion, education, and philanthropy. As Chancellor of the University of Cape Town and founder of African Fashion International, she has taken African designers to the global stage. Through the Motsepe Foundation, she uplifts women by investing in health and education. For her, fashion isn't just about style, it's a tool for empowerment. Thank you very much. And now to wrap it up with a bit of humor. If success ever chases you like these kids running from their shadows, don't run. Unless, of course, you're a child. Don't scream and call for your mama. See you next week, same time. Unless, of course, my shadow catches up with me first. That's you, Eddie. Smile! Smile! This is you, then. Mommy, this is Leo. Voilà, merci Joyce et ce clin d'œil avec ces enfants qui fuient carrément leur ombre. Et on retient, si le succès vous suit comme votre ombre, ne courez pas. Retournez-vous embrasser ce succès-là. Nous avons un grand plaisir, moi particulièrement, c'est un honneur d'ailleurs. Et c'est vrai que ça ne me rajeunit pas,
Mais notre première rencontre était en 2005, donc ça fait 20 ans. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Mélanie Bell, présidente fondatrice de Orchidéum, un centre qui est basé à Douala, capitale économique du Cameroun, spécialisé dans la prise en charge de l'autisme. Bienvenue. Merci Adrienne. Vous n'avez pas bougé d'un iota. Je ne sais pas où sont passés les 20 ans. Il n'y a que vos cheveux qui vous manquent. Mais le reste... Toujours aussi, pas un mot plus haut que l'autre. Merci. Ce n'est pas une éducation vraiment comme on aimerait que les parents aient encore. Merci. C'est vrai que j'ai l'habitude de recevoir, mais on ne me le dit pas souvent en direct. Merci oui. Marie-Mélanie Bell. Nous accueillons également avec le même plaisir Jérôme Mensepo. Il est pédopsychologue, psychothérapeute. Bienvenue. Et je tiens à préciser que vous êtes auteur du livre, vous êtes auteur de La détresse psychologique chez les parents. Un livre commis qui parle justement de santé mentale, la charge mentale de ces parents qui ont des enfants à besoins spécifiques. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. C'est partagé. Martial Nufenam, qu'on ne présente plus. Bienvenue Martial, psychologue clinicien. Et naturellement, vous vous pliez, comme à chaque fois, tous les samedis à cet exercice-là. On va, à travers le parcours de Marie-Mélanie Bell, revenir sur l'importance de la prise en charge ou bien le bien-être mental des parents. Et je pense que vous êtes indiqué, votre expertise va certainement éclairer les téléspectateurs qui nous regardent. Marie-Mélanie Bell, avant de parler du parcours, de remonter le temps et de revenir à 2005, je tiens à préciser que si nous sommes là aujourd'hui, c'est surtout grâce à Luc Olivier, parce que cette aventure commence avec Luc Olivier et continue avec Luc Olivier. Et il a tenu à nous dire qui il est. On regarde. Tu pousses, si c'est saturé là sur la planche, tu pousses mon grand. Voilà, tu libères la place. Bonjour, je suis Luc Olivier et je suis heureux de vous accueillir chez moi. En réalité, ce coin de cuisine, je le partage avec d'autres apprenants du centre Orchidéum. Autonome en cuisine, c'est une victoire. Des aptitudes peut-être évidentes pour vous, mais pour nous, c'est le résultat d'un long et patient parcours. Je vous conte mon histoire qui en réalité se confond à celle de Orchidéum. Il y a plusieurs décennies, Marie-Mélanie Bell, ma mère, affrontait les conclusions des médecins. Son fils, Luc Olivier, était diagnostiqué autiste. Commence alors pour elle et son entourage qu'elle va fédérer autour de sa cause le combat de toute une vie, comprendre et soutenir les enfants autistes. Il a fallu comprendre l'autisme, l'apprivoiser et m'aider à me trouver, me réaliser. Aventure débutée en solitaire à la maison, elle n'a pas hésité, aidée par des spécialistes, à tendre la main à d'autres parents qui n'avaient aucune idée de la prise en charge des enfants autistes. Orchidéum va naître en 2005. Je vais apprendre à lire, à écrire, à sortir de cette bulle imposée par l'autisme et finalement apprivoiser progressivement mon environnement. Aujourd'hui, le petit garçon a cédé la place à un jeune homme, pas autonome à 100%, mais capable de relever les défis de la vie. Chaque jour, j'accumule de petites victoires qui font que Orchidéum a dû s'adapter à mes besoins. Il fallait que je travaille et que j'impacte ma communauté. Il fallait que je me forme à un métier. J'aime tout ce qui est manuel, les couleurs et autres.
C'est donc tout naturellement que les portes de l'atelier peinture du centre Orchidéum se sont ouvertes à moi. Luco, de mon nom d'artiste, je multiplie avec l'aide de Étienne, mon maître, des tableaux qui me représentent. Foisonnement de couleurs qui transpire simplement l'amour. L'art est en train de prendre le dessus sur l'autisme de Luc Olivier. Vous trouverez certains de mes tableaux à la galerie du centre. Que dire du showroom? Les motifs de mes peintures sont reproduits sur de magnifiques étoffes. Les déclinaisons sont multiples. Sacs, cabas, vêtements, porte-clés, bijoux. Il a fallu attendre 20 ans pour que tout ça se fasse. Maman aime à dire 20 ans de défis relevés grâce à vous, avec un regard désormais différent sur l'autisme et surtout un cœur immense. Heureusement, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul à profiter de ces installations. Je suis la preuve que l'autisme n'est pas une fatalité. Je suis née enfermée dans une bulle imposée par l'autisme. L'amour de maman, de ma famille, surtout l'éducation et une prise en charge adaptée ont fait de Luc Olivier le jeune peintre que vous avez découvert. Maintenir dans l'ombre ou simplement cacher les enfants différents est une grossière erreur. Nous méritons les mêmes attentions. Ça prend parfois juste un peu plus de temps. Mais ne dit-on pas que l'amour est patient? Marie-Mélanie Bell, j'espère que c'est résumé en quelques minutes, de façon peut-être pas comme vous l'auriez fait, si c'était vous, mais j'espère que ça se rapproche tout de même de ce parcours-là. Tout à fait. Vous avez bien retracé le parcours d'un enfant avec autisme et surtout le parcours de Luc Olivier. Vous le connaissez depuis 2005. Donc, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu éclore, vous avez vu les murs de l'autisme s'abattre. J'aime à dire, vous avez vu le U de l'autisme sauter et laisser la place au R de l'artiste. Voilà. Donc, et ça, ce n'est pas une particularité de Luc Olivier. Ce n'est pas une particularité de l'enfant avec autisme. C'est une particularité de chaque être humain. Je veux dire que nous naissons, nous grandissons, nous apprenons à ramper, ensuite à nous tenir debout, à marcher, à aller à l'école. Il y a d'abord la socialisation à la maison, dire bonjour, grand-mère, maman, papa, les frères, la nounou qui me garde. Et après, quand je sais déjà interagir avec tout ce monde, j'ai 4-5 ans, j'ai l'âge d'aller à la maternelle, à l'extérieur. À l'école, ce petit bagage déjà, c'est ça qui me permet de me positionner à l'école et de pouvoir être complètement accepté et par mes camarades et par les enseignants. C'est le même cursus, c'est le même cheminement que suit un enfant en situation de handicap. Ne pas exposer cet enfant à ce parcours-là parce que soit c'est cher, soit parce que je n'ai pas le temps, soit parce que... J'allais le dire, mais combien de parents le comprennent comme vous? Parce que même après, on parle aujourd'hui d'un parcours de 20 ans, mais vous êtes toujours confronté aux résistances, aux parents qui préfèrent ne pas toujours aborder la question de ces enfants qui naissent avec un handicap ou bien ces enfants qu'on peut qualifier d'enfants différents. Aujourd'hui, j'ai espoir, fortement espoir, que ces jeunes qui sont invités ici aujourd'hui, dans 20 ans, auront cassé, vont travailler pour casser ces ignorances-là. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement du fait que dans nos sociétés, on a des solutions comme ça toutes faites sur des problématiques bien précises. Un enfant né avec un handicap, oh, c'est un sorcier. Oh, la dot n'avait pas été donnée. Oh, ceci, c'est là. Chaque explication, on trouve une solution à la camerounaise. Voilà. Mais oubliant qu'on
On ne va pas refaire la roue. Les enfants handicapés ne naissent pas qu'au Cameroun. J'ai une anecdote, mais il faut que je la raconte. Quand j'ouvre le centre Orchidée, à l'inauguration, le ministre qui est à l'inauguration me dit « Croyez que des enfants comme ça sont ici? Sont dans ce pays? Vous avez construit un méga bâtiment comme ça, où vous allez les trouver? Où est-ce que vous allez... Où sont-ils? Moi, j'ai jamais entendu parler. C'est pour un enfant que vous avez fait tout ça? Mais la rentrée, c'était en mars. Et à la rentrée en septembre, c'est elle qui m'appelle, Madame Bell, je suis inondée, ma salle d'attente est inondée de parents qui veulent le centre comme celui que vous avez ouvert. Est-ce que vous pouvez venir à Yaoundé en faire un autre? Et tout ce que j'attends, c'est des moyens, c'est un terrain. Voilà. 6 mois avant, c'était que... Mais non, j'ai jamais vu. Ils sont quoi? Otites? Ils ont mal aux oreilles? Ils ont quoi? J'ai dit non. C'est un mot que découvrait le Cameroun à l'époque. Ouais. Donc, et pourtant, là, à côté en Europe où nous allons tout le temps, ils naissaient. Et 2 ans après, en 2007, les Nations Unies adoptaient le 2 avril comme la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, c'était tout simplement nous qui étions en retard. Hein, c'est nous qui étions en retard. La problématique de l'enfant en situation de handicap, c'est l'implication, les premières personnes qui doivent être en première ligne sont les parents. Sous d'autres cieux, on dit rien sans nous avec nos enfants. C'est-à-dire que tout ce qui peut être pensé en matière d'accompagnement d'un enfant en situation de handicap doit être pensé avec les parents, avec l'implication des parents. D'où la nécessité pour les parents même de se former aux stratégies de prise en charge. De se former. Et c'est pour cela que moi, quand on a ouvert l'Institut d'enseignement supérieur, j'étais de la première promo de la licence en éducation spécialisée. Parce qu'aujourd'hui, je ne paye plus, peut-être l'orthophoniste, mais je ne paye plus pour comprendre qu'est-ce que Luc Olivier, il a 35 ans, il est toujours autiste, il connaît beaucoup de choses, mais il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Comment je mets en place? Et ce n'est pas parce que je me suis formée j'étais de la première promo il y a 7-8 ans. Non. Tous les 2 ans, il y a des colloques, je vais suivre, je me forme, je continue à mettre mes jours, mes connaissances. C'est toute une vie. C'est toute une vie, parce que les choses évoluent. Hier, on appelait les enfants avec autisme, on appelait l'autisme. Au jour d'aujourd'hui, on n'appelle plus l'autisme l'autisme. On dit les troubles du spectre autistique. Parce que les chercheurs se sont rendus compte que, en fait, il n'y a pas un autisme. Il y a plusieurs formes, plusieurs tendances, donc c'est un spectre. Donc on ne peut pas... Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, comme Luc Olivier, qui ont plus la parole développée. Luc Olivier a plus la compréhension développée et l'écrit que la parole. Voilà. Luc Olivier va écrire ce qu'il a envie de dire, il va raconter ce qu'il veut faire, mais il ne peut pas vous raconter cette histoire-là. Verbalement. Il a le langage réceptif plus développé que le langage expressif. Il reste autiste, mais il est totalement autonome. Jérôme, à écouter Marie-Mélanie Bell, ça transpire le parent qui a dû apprendre et qui continue à apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous recevez dans les formations hospitalières ou bien même en clinique ou bien en privé, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on a des parents qui comprennent? On sait que les questions, on passe forcément par l'étape du questionnement, peut-être la culpabilité, de se dire qu'est-ce qu'on a fait pour être à ce stade, mais est-ce qu'on a ce même degré d'implication, parce que des études soulignent quand même que des parents qui arrivent à maîtriser 70% des stratégies de prise en charge facilitent justement, je ne sais pas si on peut qualifier ça de l'intégration. Tout à fait. Oui, l'intégration de ces enfants-là. Effectivement, aujourd'hui, il y a
Il y a beaucoup de difficultés encore qu'on rencontre sur le terrain. Et on a bien envie, quand on voit une maman comme ça, de féliciter d'abord et de dire comment est-ce qu'on peut la voir en consultation pour éduquer les autres parents qui viennent. Parce que c'est quand même dommage que vous consultez un enfant en 2018 et que le parent vous rappelle en 2025 pour dire que vous avez consulté mon enfant en 2018, je reviens. Non. Et puis quand vous posez la question, c'était pas la meilleure, la bonne foi. Je n'étais pas bien décidé. Je dis, est-ce que cette fois c'est la bonne? Je dis, là je suis sûr. Alors vous voyez, de 2018 à 2025, il y a un écart de 6-7 ans. Et le parent, il était où? On ne sait pas. Donc il y a ça. Il y a donc ce côté de déni de la réalité qui est humaine, hein, qui est humaine, c'est-à-dire si on vous annonce maintenant que vous avez une maladie chronique, vous n'allez pas l'accepter comme ça, parce que vous ne sentez pas encore ça en vous, mais surtout encore que vous avez une conception d'un enfant que vous voulez avoir, donc vous avez imaginé votre enfant, vous avez imaginé comment vous devez la coucher, comment vous devez l'éduquer, comment vous devez jouer avec lui, les études qu'il devait faire. Et là, il faut déconstruire tout cela. À l'arrivée, on vous dit, ce bonhomme que vous imaginez là, il n'est pas du tout ce que vous imaginez. Ouais. Et quand on vous dit, voici comment lui fonctionne. Voici l'ensemble des limitations qu'il pourrait avoir. Et là, c'est comme un monde qui s'écroule. Vous voyez? C'est comme vous quittez ici, vous prenez le bus pour aller à Yaoundé, vous vous retrouvez à Bafoussam. Donc le matin, vous vous retrouvez à Bafoussam. Est-ce que vous aviez, votre projet était d'aller à Yaoundé? Et là, vous êtes totalement désespéré. Et généralement, il y a des parents donc, qui ne réussissent pas à traverser cette phase-là. Marie-Mélanie Bell, au diagnostic, lorsqu'on pose le diagnostic de Luc Olivier, vous êtes dans cette configuration ou bien vous étiez déjà préparé à ce que les conclusions ou bien que le diagnostic des médecins débouche sur quelque chose, même si ce n'était pas le mot autisme qui venait? Oui, non. Comme Jérôme vient de le dire, le handicap de l'enfant quand à la naissance, c'est un peu comme si on a raté on a fait un mauvais voyage. Hein. On appelle ça en psychologie, je pense que vous avez vu ça, le voyage en Hollande. Prenez l'avion pour aller à Paris, votre avion, hein, vous atterrissez à Bafoussam. Vous vous dites, mais attends, vous n'écoutez personne, mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez apprendre le Bafoussam. Parce qu'il n'y a pas de bus retour. Si vous restez là à pleurer, je suis Bassa, mais je voulais aller à Pouma, mais comment je me retrouve ici à Bafoussam? Il n'y a plus de voiture pour aller, il n'y en aura plus. C'est apprendre à laisser. Voilà, c'est apprendre à laisser. Soit vous restez là toute votre vie à pleurer en Bassa, hein, à manger la terre, à je ne sais pas quoi, soit vous vous retroussez les manches, vous commencez à apprendre le Bafoussam et à travailler, c'est ça. Et à construire votre bonheur là-bas. Voilà, c'est facilement dit, mais il y a un long cheminement. Il y a un long cheminement, mais que j'espère ne va plus être celui que nous, parents d'enfants qui ont 35 ans aujourd'hui ou plus, ont connu. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes psychologues qui sortent, qui sont installés, doivent être écoutés et doivent, et ça me réjouit de savoir qu'ils travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent dans les institutions. Parce que c'est des métiers qu'on ne connaissait pas. On savait que tu as un problème, tu appelles ta copine, tu pleures, tu appelles ta tante ou encore peut-être ta mère, c'était tout. Mais on ne savait pas que les psychologues sont là, ce sont des métiers qui sont là pour redresser un être humain, lui redonner sa dignité, lui refaire porter son fardeau, si on peut appeler ainsi, avec dignité. Parce que quand vous accouchez un enfant comme ça, et pourquoi je me suis entêtée à faire tout ce que j'ai fait là avec Luc Olivier? Parce que j'aurais pu également immigrer en France, prendre la nationalité avec un enfant en situation de handicap. Vous avez très facilement la nationalité ou au Canada. Mais je me suis dit, mais que vont faire les autres parents ici? Moi, j'ai vu personne, je n'ai pas suivi le parcours d'un autre parent qui avait un enfant comme ça et qui est devenu quelque chose. Je ne savais pas. Mais les professionnels qui venaient m'attestaient que
si je me retrousse les manches, si je continue à travailler, et je vais voir les résultats. Et les résultats sur d'autres résultats. Et les premiers résultats étaient quoi? Luc, Olivier, les enfants autistes ne savent pas boutonner. Ils ne peuvent pas boutonner. Ils n'ont pas cette compétence à dire boutonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement, les parents? Nous mettons le t-shirt. Il n'y a pas de... Si on lui apprend à soulever un peu la main, passer, voilà, c'est bon. Mais quand le psychologue vous dit non, il faut qu'il boutonne. Parce qu'en boutonnant, il travaille quoi? Il travaille avec ses doigts. Il travaille la motricité fine. Et le fait d'apprendre à boutonner va l'initier à l'écriture. Parce qu'il utilise quoi? Il utilise 3 doigts ou 2 doigts. Pour tenir le crayon, il faut... L'exercice pour tenir le crayon est de tenir quelque chose avec 2 doigts. De ramasser un bouton sur une table. De tenir une aiguille. Donc, si tu ne comprends pas ça et que tu te fermes, tu dis non, c'est ma coépouse qui a fait ça, ma mère a dit que je dois envoyer l'enfant au village, elle sait. Non, il faut qu'on arrête ça. L'exemple qu'il prend, c'est au quotidien que nous avons. Nous avons reçu un enfant, la petite avait 3 ans, comment on appelle ce marché? La casse. De la casse. Vous achetez des gros boutons qui se vissent et qui se dévissent. Il ne peut pas les casser. Donc, il apprend, il passe 1 heure à visser, à dévisser. Il dévisse, il pose, il revisse. Après, vous prenez la petite bouteille. Vous prenez, rien que pour l'apprentissage de visser et dévisser, vous prenez peut-être 5 objets différents. Voilà. Donc, du coup, l'enfant s'efforce à apprendre ça, qu'il n'a plus le temps de se cogner la tête, puisqu'il faut qu'il maîtrise le mouvement qu'on lui apprend. Il faut qu'il maîtrise le mouvement qu'on lui apprend. Et quand il a appris à visser, à dévisser, eh ben, du coup, il peut ouvrir la bouteille d'eau et se servir. Parce qu'on lui apprend, on va donc lui apprendre que cette bouteille-là, on va à l'évier, on ouvre, et l'ouverture de l'évier et la fermeture, c'est toujours le geste de visser et de dévisser. Quand il dévisse, il voit l'eau. Ah, l'eau sort du mur. T'as vu l'eau? Alors, avec l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le savon. On frotte sur ses mains, on fait les bulles. Ouh, la bulle, la bulle. L'enfant, du coup, il est émerveillé de voir toutes ces choses qu'on lui apprend. Ah, il y a une bulle. Si je frotte mes mains avec le savon, je sors des bulles. C'est de la magie. Il veut attraper les bulles. C'est un travail de patience. C'est un travail de patience. C'est un travail méthodologique parce que c'est juste un exemple. C'est-à-dire que l'évaluation d'un enfant, on évalue son niveau de développement. L'évaluation, c'est des tests qui durent à peu près, c'est 180 tests. Ça dure plus de 4 heures. Qui permettent de savoir qu'est-ce que cet enfant sait faire et qu'est-ce qu'il ne sait pas du tout faire. Et comme il ne sait pas généralement faire grand-chose, parce que vous voyez un enfant qui revient à 9 ans, quand vous faites son évaluation, ces tests-là, vous découvrez qu'il a quel âge? La plus grande compétence est celle d'un enfant qui a 1 an, 8 mois. Wow. Vous imaginez ce qu'un enfant 8 mois représente? Moins de 2 ans. Quelles sont les compétences d'un enfant de moins de 2 ans? Pratiquement 0. Ouais. 0. Vous lui posez un plat, il va pousser. Vous lui posez les couverts, il va pousser. Et vous lui posez rien. C'est pas fait grand-chose. Donc, vous partez donc de ce qu'il ne sait pas faire et vous décidez avec les parents, OK, ce mois, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous qu'il apprenne? Est-ce que c'est ouvrir la bouteille d'eau et se servir de l'eau dans le verre et servir une autre personne et 2 autres personnes? Oui, OK. On va donc prendre 5 objets et à partir de ces 5 objets, on va apprendre on va faire, lui, cet apprentissage-là. Ça complexifie même l'apprentissage Voilà. parce que si ça avait été pris en charge le diagnostic au tout petit,
je pense qu'on aurait Donc, les parents ont peur parce que les troubles de l'enfant, ils crient. Mais le cri de l'enfant, quand l'enfant crie et voit que vous avez peur, vous vouliez lui donner un exercice à faire et il crie fort, vous arrêtez. Et bien lui, la partie qui est encore, parce qu'il y a une partie de son cerveau qui est bien développée. Et il est très psychologue. Il comprend que, ah tiens, si je pousse mon gros cri strident là, on me lâche. Ah bon, à chaque fois, il le pousse. Et ça fait peur. Ah non, 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 il crie trop, je ne peux pas. Les frères, les sœurs, non, 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 il crie trop, on ne peut pas. Et lui, il est tranquille, il fait ses conneries qu'il veut continuer à faire. Mais s'il crie, et vous lui dites non, monsieur, le cri, moi, je ne l'entends pas. Nous devons apprendre à dévisser et à visser la bouteille. Donc, il va se fatiguer à crier, mais ça ne me rapporte rien. Mais une fois qu'il va se concentrer et dévisser, tiens, vous dégainez un petit bout de chocolat, vous mettez dans sa bouche. Alors, il va matcher dans son cerveau que, eh bien, si je n'écris pas et que je fais ce qu'on me dit, mais je reçois quelque chose de très agréable dans ma bouche. Mais j'ai intérêt à ce que je reçoive ça. Et du coup, comme il a intérêt à recevoir ça, eh bien, les cris vont s'estomper tout seuls. Il ne crie plus parce qu'il attend la récompense qui atterrit dans sa bouche. Martial, pour arriver à accompagner l'enfant, parce que là, c'est ton accompagnement, et pour arriver à le faire, parce que on a le sentiment que lorsque l'enfant naît avec un handicap d'office, au-delà du déni du parent, on a le sentiment que le parent est la première personne à traiter l'enfant différemment. Ça veut dire que le monde extérieur viendra juste comme un rajout à ce que l'enfant subit déjà au sein de la cellule familiale. Est-ce que c'est dû au fait que le parent est perpétuellement dans une logique de déni ou bien dans une espèce de détresse qui fait que peut-être lui-même parent est plus stressé que l'enfant? Le déni, c'est incontestable, mais il y a quand même des prédispositions pour arriver aux compétences qu'elle souligne. Déjà, identifier que l'enfant est différent et savoir quoi faire. Vous voyez, il y a des prédispositions. Il y a même l'éducation du parent. Si le parent n'a pas une certaine éducation qui le permet d'être quand même concentré, d'être attentif, ça peut être très compliqué. Si le parent lui-même, dans son fonctionnement, est un peu désordonné, justement, le parent, à ce moment, va être une source de détresse supplémentaire. Mais parce que tout se joue au niveau, par exemple, quand l'enfant naît, dans les premiers mois, d'identifier qu'il y a quelque chose qu'il fait qui n'est pas normal, par exemple, et d'alerter. Mais à ce moment, parfois, les parents ont trop d'informations qui viennent. Non, l'enfant, s'il est monté, il est descendu, peut-être s'il ressemble à son ancêtre qui était mort. Il y a trop d'informations. Mais la difficulté, c'est de traiter ces informations et d'avoir des filtres. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais à partir du moment où j'ai chez l'enfant? Parfois, les parents deviennent violents parce qu'il a l'impression que l'enfant, il est têtu, c'est comme ça qu'il est. Il est têtu. Mais il ne comprend pas nécessairement qu'ici, il y a certainement un dysfonctionnement, mais parce que les informations viennent de partout. Mais quelle est la conséquence? C'est qu'il y aura un shopping médical, un parcours. Soit on va aller chez le tradipraticien, après on va aller voir un oncle, après on va aller au village, vous voyez. Mais il y a un ensemble de prédispositions. Mais vous allez voir par contre certains parents qui comprennent que non, si cet enfant est différent, je peux l'amener à l'hôpital. Et quand le parent réussit à arriver à l'hôpital ou devant un spécialiste, c'est déjà un exploit. Mais maintenant, quand vous parvenez à dire que votre enfant est différent, pas nécessairement parce qu'il serait malade, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'autisme en termes de maladie. Le paludisme ou bien... parce qu'il serait malade. C'est pas mesurable ou quantifiable. On ne peut pas dire qu'il va guérir demain, par exemple. L'enfant est différent de toutes les façons. L'enfant est différent, les comportements qu'il pose, ça fait qu'il est différent. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique de la patience pour qu'on comprenne la différence de l'enfant. Parce que les enfants à besoins spécifiques sont de plusieurs ordres. C'est tout un grand champ. Est-ce qu'il est autiste? Ça prend du temps. Est-ce qu'il est TDAH? Est-ce qu'il est trisomique? Il y a longtemps. Et il faut que le parent accepte qu'il doit être patient pour qu'on comprenne. Vous voyez un peu. Ça, ce n'est pas facile pour le parent. Mais ce parent, lorsqu'il rentre à la maison, rassurez-vous, lui-même, il subit de la violence. Quand tu as amené l'enfant à l'hôpital, on t'a dit que l'enfant s'est têtu. Il fallait qu'on l'amène. Lui-même, il subit de la pression. Donc, ce n'est pas évident. Même parfois, lorsque le parent est sensibilisé, il y a des pesanteurs.
Et il y a aussi un aspect qu'on néglige souvent, le regard de la société sur ses enfants. Exactement. Rassurez-vous, le parent parfois a beaucoup de pression. Et parfois, il vit sa pression parfois dans un stress qui s'extériorise en termes de violence verbale, en termes de violence physique. Il y a de la défense, mais parce que parfois le parent lui-même est vraiment stressé. Mais la pesanteur environnementale est telle que, et justement, comme vous avez dit, la peur, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il y a des pesanteurs psychologiques intrapersonnelles, il y a des pesanteurs environnementales. Mais du coup, la personne est comme pris entre des étaux. Il y a comme des forces qui le tiraillent. Mais pour pouvoir s'en sortir, ça nécessite des filtres. Des filtres qui viennent de l'éducation, parce que si le parent lui-même n'a pas été bien éduqué, des filtres qui viennent de l'expérience en tant que parent, des filtres qui viennent du fait d'avoir côtoyé des autres parents qui ont une certaine assiduité, peut-être d'avoir eu la chance de rencontrer notre parent qui a un enfant à besoin spécifique. Vous voyez, ce sont ces filtres-là qui peuvent permettre que le parent ait une trajectoire assez équilibrée. Mais, pour finir, il faut dire que vraiment, ce n'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Même quand vous recevez, quand vous prenez 2 heures pour expliquer aux parents ce qui se passe chez l'enfant, même quand il ressort de là avec l'idée qu'il est entré dans votre bureau avec. Donc, il est toujours... Ce n'est pas vraiment évident. Et c'est un construit, c'est un processus. Et c'est pour ça qu'il y a des sensibilisations qui sont faites par des associations. Et ça va prendre du temps, vraiment beaucoup de temps, pour que les gens arrivent à déconstruire des croyances qui sont dysfonctionnelles, mais qui ne sont pas forcément de leur faute, de leur fait, mais qui est du fait des pesanteurs sociales. Jérôme, dans votre livre, vous parlez justement de la détresse de ces parents-là. Effectivement. Nous avons fait un constat simple. C'est en 2018, justement, qu'on constate que l'ensemble des parents qu'on suivait des enfants, aucun parent ne suivait vraiment la procédure normale. Donc, quand on invite le parent pour faire des séances de guidance parentale, vous allez voir que soit on a envoyé les nounous, pour ceux qui ont beaucoup fait, soit on n'a envoyé personne du tout. Donc, pour 10 enfants, vous vous trouvez avec 3 parents. Sinon, 2 nounous et une maman. Donc là, on se rend compte, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe là derrière? Pourquoi est-ce que finalement, il ne parvient pas à s'impliquer? Alors que pendant le processus d'évaluation, on prend quand même le temps d'expliquer l'importance du parent. Quand elle a expliqué, quand la maman l'a expliqué, vous comprenez que le parent, c'est le premier thérapeute. Et on parle de co-thérapeute, mais c'est le tout premier qui doit prendre en charge l'enfant. Maintenant, si lui, il déserte, vous vous demandez bien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il puisse déserter? Et là, on est parti voir un peu le parcours des parents. Donc, on a produit un article dans ce sens-là pour voir le parcours du parent camerounais avec un enfant à besoins spécifiques. Et on a remarqué que finalement, il y avait un gros problème au niveau du diagnostic et au niveau même des procédures de prise en charge. Et on a vu qu'il y avait des parents même qui avaient eux-mêmes posé le diagnostic de leur enfant à partir de l'enfant d'un ami qui a peut-être été diagnostiqué autiste. Et il voit que, bon, ah oui, mon enfant a les mêmes comportements, donc mon enfant est autiste. Donc c'est comme ça. Et on n'a jamais vu un spécialiste. Donc vous voyez les parents comme ça. Vous voyez des parents qui sont arrivés dans des structures hospitalières et qu'une infirmière voit l'enfant agité, mais l'enfant c'est autiste. Une seule question, c'est suffit. Ça, c'est suffisant pour que le parent puisse tirer la conclusion que c'est un enfant autiste. Donc, on a vu qu'il y a donc des difficultés, beaucoup de difficultés au niveau même du diagnostic. Et elle a dit, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. 20 ans après. Oui, 20 ans après, ça n'a pas changé. Il y a toujours de la difficulté à pouvoir trouver le bon diagnostic. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est la ressource humaine? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, le problème, ça se trouve à plusieurs niveaux, je vais dire. Ça se trouve au niveau de la rareté des ressources, ça c'est un point. Parce que jusqu'à présent, chez des psychologues par exemple, les psychologues, ce n'est pas un corps de métier qui est reconnu par l'État camerounais comme un corps de métier. Vous comprenez un peu? Vous êtes encore dans des... Donc, on est encore dans des... Donc, là, ça fait que des gens vont ouvrir leur cabinet et ils ne sont pas suffisamment connus. Donc, dans les hôpitaux, c'est récemment vraiment qu'il y a quelques psychologues. Maintenant, et à côté même, il y a aussi certains psychologues qui ne sont pas informés, ne sont pas bien outillés dans la problématique de l'enfance, dans l'autisme et tout ça. Ça fait donc que les ressources sont rares. Et ça fait aussi que de l'autre côté, il y a un manque d'information au niveau des parents.
Donc il y a des parents qui n'ont jamais entendu parler de l'autisme, mais jusqu'à ce qu'ils amènent un enfant et que vous dites que je soupçonne que l'enfant peut être autiste. Vous comprenez un peu. Donc ça fait donc que généralement, il y a des parents comme ça qui vont arriver devant des professionnels qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ils vont retourner avec l'enfant et souvent, on va dire, ben, l'enfant, il a juste un retard, ça va aller. Des Ou bien non, il va parler sont plus tard. dans une errance. Très bien. Voilà. Il y a donc cette errance-là. Et donc, après ce travail, on a donc vu qu'il y avait une souffrance qui était un peu, qu'on peut qualifier de clandestine. Parce que ce n'est pas une souffrance en termes de « ah ben, je suis malade ». Ce n'est pas une souffrance. C'est une souffrance parce que le parent, c'est lui qui souffre du fait que l'enfant ne va pas bien. C'est un enfant différent, mais ça produit, ça induit de la souffrance chez le parent. Et là, on a donc essayé de mener une étude pour pouvoir évaluer le niveau d'impact, ce qu'on a appelé le FADO, c'est-à-dire que la charge émotionnelle du parent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de la détresse. Il y avait vraiment de la détresse qui était souvent liée à un traumatisme vécu pendant le parcours de soins, soit en lien avec l'annonce même du diagnostic, qui crée un choc, qui crée une rupture avec tous les construits qu'on a fait avant l'enfant. Et puis aussi une détresse qui est liée du fait qu'on n'a pas de moyens de se déployer. Donc du coup, on sait que l'enfant est autiste. Souvent, on sait même ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les moyens financiers. On n'a pas les moyens financiers. Et quand on parle ici, vous voyez des spécialistes, les coûts sont quand même élevés, considérables. C'est pas, voilà. Donc du coup, il y a cette détresse-là. Et on a aussi remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle le burn-out parental. Parce qu'il y a le burn-out des professionnels, il y a le burn-out des aidants familiaux, et puis il y a le burn-out parental. Qu'on a évalué chez ces parents-là, et on a vu qu'il y avait à peu près 35% qui étaient déjà en situation de burn-out parental. Donc, ce burn-out-là qui est relié à la fois à la charge, parce que quand vous voyez la dame, quand elle explique ce qu'il faut faire avec un enfant, quand vous êtes journaliste et que vous avez un enfant autiste, donc vous allez rentrer de votre boulot, vous allez travailler avec lui, vous assurer que tout va bien, ou bien vous avez engagé des ménagères et que eux, leur travail, ils ne s'occupent pas bien. Donc, vous avez toute cette pression-là, même au travail, vous n'êtes pas concentré, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Et le temps passe, vous vous rendez compte que, finalement, l'enfant ne devient pas autonome, il n'est pas en train de devenir autonome, donc, et la charge devient beaucoup plus importante. Par exemple, un enfant qui n'est pas propre à 2 ans et qui n'est pas propre à 5 ans, c'est différent, vous voyez un peu. Parce que les selles d'un enfant de 2 ans, on supporte encore, mais à 5 ans, déjà, ça devient compliqué. Ouais, vous voyez donc, avec cette charge de travail-là, ça induit dans un état d'épuisement émotionnel qui va créer quoi? Qui va créer une distanciation émotionnelle. Et c'est ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, en parlant d'un parent qui vient pour déposer un enfant et revenir plus tard. Chercher un enfant. C'est pas qu'il veut pas, il n'aime pas son enfant, il aime son enfant. Mais c'est que il est dans un état où il veut créer une sorte de distanciation émotionnelle avec l'enfant. Vous voyez un peu. Donc, on va donc voir les enfants, les parents qui vont chercher l'internat, qui vont venir déposer l'enfant, payer tout ce que vous voulez. Donc, parce qu'il y a des parents comme ça, ils ont des moyens de payer. Ils déposent l'enfant, ils payent tout ce que vous voulez. À part ça, il n'y a plus rien. Mais ne l'impliquez pas dans le process. Il ne veut même pas savoir. Si vous voulez, venez même à la maison. Même si tu viens à la maison, il veut pas. Il vous donne, vous êtes dans le coin là, en train de faire ce que vous faites là. Lui, il ne veut pas savoir ce que vous faites avec l'enfant. Il y a des parents comme ça. Et quand vous évaluez, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste manque de volonté, ce n'est pas question de volonté. C'est parce qu'il y a quand même une détresse à l'intérieur qui a duré, qui s'est complexifié et que le parent lui-même finalement ne sait pas exactement de quoi il s'agit ni comment gérer ça. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ça qui fait la détresse du parent et c'est ce qu'on décrit dans le livre, comment comprendre, identifier et mieux accompagner les parents. Parce que nous, on priorise l'accompagnement des parents quand on a diagnostiqué. Parce que si vous venez maintenant et que je vois votre enfant de 2 ans, de 3 ans, qui a des signes autistiques, je vous assure, je préfère prendre d'abord 6 mois à vous mettre à l'état que de m'engager sur l'enfant. Parce que le chantier est long. Ce n'est pas comme si c'est un suivi de 3 mois
ou bien d'un an. C'est un suivi d'une vie. Et donc, si vous n'êtes pas préparé et que vous avez vraiment l'état mental qu'il faut pour accompagner l'enfant, ben vous allez courir dans les débuts parce que vous voulez la solution. Vous allez dire, ah, orthophoniste, oui, oui. Éducateur spécialisé, oui. Ergothérapie, oui. Mais après, au bout de 6 mois, vous allez vous braquer. Parce que vous allez dire, voir que, mais pourquoi est-ce qu'au bout de 6 mois, je ne vois pas encore, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne fait pas telle chose seul, l'enfant ne fait pas X. Et là, c'est là où le déclin du mur commence. Donc, le parent va se rendre compte que on rejoint Marie-Mélanie Bell quand elle parle de briser les murs de l'autisme, justement. Ça implique tout ça. Mais si on revient, on regarde ce que vous faites au quotidien, Marie, s'il n'y avait pas l'UCO, ça aurait été différent? S'il n'y avait pas l'UCO, oui. Je n'aurais rien à faire avec l'autisme ni ces formations, quoique... Ou je reformule la question en demandant, est-ce que le diagnostic de l'UCO a d'une façon ou d'une autre changé le cours de votre vie? Si, si. Complètement? Complètement. Parce que vous réalisez que c'est une vie qui est construite autour de ce handicap. C'est-à-dire qu'on connaît quand même les malvoyants, on connaît les malentendants. Il n'y a pas un moment où vous allez dire « mon enfant va entendre » ou « mon enfant va voir ». Mais il y a quand même quelques exemples dans la société. On a eu les Mademoiselle Tezano ici, très belle voix. On connaît les Talandré Marie. Ça te renvoie quand même à des situations de handicap à vie. Quand le médecin te dit ton enfant a un handicap à vie, tu dis mais tiens. Mais voilà, les psychologues viennent par derrière dire voilà le parcours de vie. Et la première ligne, c'est vous. Nous, on vient en appui. En appui. Donc, vous devez savoir faire ci, ça, 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 ça. Et juste un petit exemple pour vous dire, aujourd'hui, là, en ce moment, je dois me faire opérer des 7 de main. Je souffre du canal carpien. Je ne vous le souhaite pas. C'est-à-dire que vous tenez plus votre sac. C'est un calvaire tout à l'heure, je tenais mon sac comme ça. Je ne peux plus ouvrir une bouteille d'eau. Donc, mes doigts se raidissent et les ligaments à l'intérieur deviennent raides et on ne peut plus faire... Voilà. Donc, aujourd'hui, que ce soit pour les médicaments que j'ai, pour dévisser la bouteille ou qu'il y a des gélules que je dois boire, me servir de l'eau, c'est le travail de Luc Olivier. Imaginez, à 35 ans, Luc Olivier n'avait pas atteint ce niveau d'autonomie et de compétence. Nous ne sommes que 2 à la maison. Oui, vous êtes 2. Je devrais embaucher une personne qui m'attend quand je rentre le soir, parce que Luc Olivier, ça nous part. Il ferme le portail, il est là. Je l'appelle au téléphone, la nounou est partie, Tata Julien est parti, oui, ok, j'arrive, hein, dans 1 heure, ok. Il n'a aucun problème, il est devant son ordinateur, il travaille, il fait ses dessins. Mais quand j'arrive, si je lui dis, tu fais ma table, tu fais la table, ou tu peux manger, j'arrive. Tu sors la bouteille d'eau, tu me sors le verre, tout ce que je lui dis, je vais trouver ma place faite. Je lui dis, tu sors mes médicaments. Donc, comme il sait que je n'arrive plus à ouvrir la bouteille, donc, je vais trouver l'eau servie. Dès que je m'assois, il débouche tout ce qui accompagne, ce qu'il doit mettre dans l'eau, ce qui... C'est à rire, mais ce n'est pas à rire. Donc, le temps que je me fasse opérer mes 2 mains, c'est Luc Olivier qui m'accompagne. Vous imaginez? Et ça va être encore... J'ai 63 ans. Mais quand j'aurai, dans 10 ans, j'aurai 73 ans, si Dieu m'en donne la possibilité, mais je serai encore beaucoup plus affaibli. Et Luc Olivier sera dans quoi? Dans sa quarantaine. Donc, ce n'est même pas quelque chose qu'on se dit... Et à côté de ça, il est devenu quand même un opérateur économique.
les biscuits que vous voyez là. On va loin. La tenue que vous portez. La tenue que je porte. Oui, parce que là, à la maison, on ne visualise pas. Je préfère qu'on parle. Voilà. Ce tissu que je porte, c'est un tissu qui est dessiné par Luc Olivier et qui est tissé par une association de dames, de femmes Bamoun, qui vient les initier au tissage. Voilà. Je veux dire qu'il est vendu. Je vous envoie tout simplement... Pour ceux qui peuvent visiter le centre Orchidéum, je tiens à préciser que vous avez un showroom à l'entame de cette émission. À travers la vidéo, on a pu le voir. On n'a pas que des étoffes, de belles étoffes comme ça. On a des déclinaisons, le travail de ces enfants. On peut faire des vestes avec, on peut faire des pantalons, on peut faire des robes comme celle-ci. Mais je voudrais revenir sur quelque chose d'important qui fait que dans 20 ans, nous serons toujours sur ce plateau pour parler de la même chose. Tant que l'État ne prend pas les devants pour installer l'accompagnement de la personne handicapée, la personne en situation de handicap, rien ne se fera. On peut toujours accuser les parents. On peut toujours accuser les professionnels. Cher ou pas cher, ils ont bac plus 5, plus d'autres formations qui se rajoutent pour mettre à jour leurs connaissances. Ils ne peuvent pas aller toucher comme un répétiteur 3 000 francs l'heure. Ce n'est pas possible. Moi, je ne me fais pas payer. Mais je vous le dis, hein, quand vous avez des situations des parents, des guidances des parents appelez-moi. Parce que moi, je ne viens pas dire que je suis formé, j'ai bac plus. Mais je viens vous dire, ça, c'est le travail d'un enfant autiste. Et c'est concret. Ouais. Vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas. Je vous dis, je suis malade, je ne peux plus dévisser ma bouteille d'eau. C'est Luc Olivier, mon fils autiste, qui me sert. Quand je m'assois à table, je ne peux plus rien faire avec mes deux mains. Donc, et c'est concret. Et nous y sommes tous appelés. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller nos gouvernants. Parce que de quoi on parle dans l'autisme? On parle de la santé. Au premier rang, nous avons le ministère de la Santé. Au deuxième, le ministère de l'Éducation de base. Troisième, le ministère des Affaires sociales. En quatrième, le ministère de la Femme et de la Famille. Voilà les 4 ministères dans tout le monde entier qui normalement devraient être impliqués. Parce que quand ne sortiront pas, nous avons dans chaque grande ville les facultés de médecine. Il n'y a pas une faculté de médecine qui vous sort des médecins capables de diagnostiquer l'autisme. Pendant que sous d'autres cieux, ça avance, parce qu'en préparant cette émission, nous sommes tombés sur des études où on se pose déjà la question de savoir si les enfants autistes d'aujourd'hui peuvent être des parents d'enfants autistes demain. Et on interroge déjà l'aspect de la transmission génétique. Voilà. Encore. Et nous, au Cameroun ou bien en Afrique subsaharienne, on n'est même pas encore au niveau de poser le diagnostic. C'est dire qu'il y a des choses à faire. Pour faire, donc, il faut forcément des politiques publiques. Il y a quelques années, nous sommes allés à la faculté des sciences biomédicales à Yaoundé, l'ancien CUS. On a fait une conférence avec les finissants, les étudiants de, je crois, 7e année. Mais personne d'entre eux n'avait jamais entendu parler de ce type de handicap. Et pourtant, ils doivent les recevoir. Un enfant autiste a le palu, a la diarrhée, a la toux. Mais quand vous allez chez le quand vous irez chez le médecin et qu'il vous dit non, 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 ce genre d'enfant, je ne les consulte pas. Wow. Parce que c'est ça. Wow. Non, non, il va casser parce qu'il y a une table, peut-être d'attente, il y a des journaux dessus ou je ne sais pas quoi. Vous devez attraper votre enfant comme ça ou sortir, balader, vous balader dehors. En attendant le moment de la consultation. Alors quand le moment arrive, il gigote, mais pourquoi votre enfant fait comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas le consulter. Je peux le consulter si vous voulez, vous vous faites rembourser. Allez-y, je ne peux pas. C'est ça aujourd'hui. Waouh. Aujourd'hui, en 2025, c'est ça. 16 ans après, ou 17 ans après, la proclamation de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il n'y a pas un médecin généraliste
qui peut poser un diagnostic. Et ça va durer combien de temps? Alors, quand un parent a un enfant malade, va à l'hôpital, on dit « Ah non, c'est le palu, il sort avec l'ordonnance, il va à la pharmacie. » C'est vite réglé, vite fait. Si un enfant est malvoyant, encore, on dit « Oui, ok. » Mais un enfant est né avec l'autisme. Tu vois, ton enfant ne parle pas de qu'est-ce qu'il a. Non. Il ne pose pas de diagnostic. Il ne va pas dire, et il ne doit pas poser le diagnostic seul. Il devrait envoyer l'ORL. Il doit envoyer, est-ce qu'il entend? Il doit envoyer l'enfant chez l'ophtalmologue. Est-ce que cet enfant voit réellement? Il doit envoyer le spécialiste des cerveaux. Il doit faire son paquet d'examens là-bas pour voir pourquoi son cerveau est comment. Pourquoi ça n'évolue pas? Il doit envoyer chez les psychologues. Dites-moi, psy, qu'est-ce que vous constatez? Ça vient d'où? Qu'est-ce que... Alors, donc, il y a une équipe pluridisciplinaire qu'on devrait trouver dans chaque hôpital de cette République. Dans chaque hôpital. Quand vous amenez un enfant comme ça, il se passe l'enfant et il s'asseye. Seulement, on va se passer l'enfant, mais il n'y aura pas forcément les psychologues au rendez-vous parce qu'ils ne sont même pas encore... justement, c'est donc pour dire que la santé ne fait pas encore son job. Parce que tant que la santé ne se sait pas, un enfant autiste, qui doit faire quoi? Pourtant, le centre Orchidéum est déclaré d'utilité publique au Cameroun. Ben oui. Mais parce que reconnu. Nous avons tellement bagarré pour faire connaître ce qu'il faut. Parce que c'est un protocole. Quand l'équipe pluridisciplinaire a dit ce qu'il faut faire. Donc maintenant, chacun prend donc sa part. Le psychologue dit, moi, pour accompagner, j'ai besoin de voir le parent une fois par semaine ou 2 fois par mois, l'enfant tous les 2 jours ou tous les... Parce que ce que le psychologue apporte, lui, son rapport qu'il fait va aider, il donne des instructions à l'éducateur spécialisé. Cet enfant-ci est dans une famille comme ça, comme ça, comme ça. Donc, pour son accompagnement, je vous recommande ça, ça, ça. L'ORL va dire, non, l'enfant n'est pas malentendant, c'est 2 oreilles à tendre. Donc, vous pouvez crier, vous pouvez y aller à haute voix, avec la musique, tout ce que vous voulez. L'ophtalmologue va dire, il voit parfaitement. Mais si vous n'avez pas ce bilan pluridisciplinaire-là, vous, l'orthophonie, vous, l'éducateur, le psychologue, est-ce qu'il voit? C'est un problème pour vous. Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il n'a pas la hernie? Ce n'est pas la hernie qui fait ça? Parce que ce type de cri se roule par terre comme ça. Qu'est-ce que le pédiatre a dit? Ah non, on n'a pas consulté le pédiatre. Mais peut-être que cet enfant-là même a une hernie. Si c'est un garçon. Peut-être que c'est... Mais si le pédiatre n'est pas allé au fond, n'a pas déclaré que l'enfant est en bonne santé sur tous les plans, en s'appuyant sur les bilans de ses collègues, le psychologue va rester dans l'à peu près. Et du coup, il ne peut pas suffisamment convaincre le parent de son travail. Parce que le parent sera toujours, mais pourquoi il fait ceci, mais pourquoi il fait cela? Lui, les médecins, les différents médecins, ne lui ont pas dit grand-chose. Donc, et pour que les choses soient organisées comme ça, c'est une instruction du ministère de la Santé. Est-ce que c'est vous et moi qui avons formé, qui avons créé les ENIEJ? Qui a créé les ENIEJ pour que les enseignants aillent se former? Qui? C'est l'État. C'est l'État. On a dit pour enseigner, il faut les ENIEJ. Et pour entrer dans les ENIEJ, il faut ça, il faut ça. Tu sors les ENIEJ, tu fais ton stage dans ça, dans ça, dans ça. Il y a tout un protocole. Pour devenir médecin, il faut faire 7 ans, 8 ans de médecine. Il faut. Mais le handicap, il faut ce protocole-là. Et c'est le ministère de la Santé qui doit prendre la parole et dire... faible de... Voilà. Si la santé, le ministère de la Santé doit dire, dans chaque hôpital, je veux une équipe, un service qui a une équipe pluridisciplinaire. Ailleurs, on les appelle les centres de ressources autisme. Ou les centres de ressources, ça peut donner un autre handicap. Donc, on sait qui est dans le centre Donc, l'enfant va à l'hôpital central, au centre de ressources autisme,
il sait que là-bas, il va passer entre les mains de 5 spécialistes qui doivent se prononcer. Et quand tout le monde pose sa conclusion ici sur la table, l'équipe s'assoit et dit donc ce qu'il doit faire, dit aux parents. Le diagnostic, c'est pour ça que le diagnostic de Luc Olivier avait été prononcé en France. En France, plutôt. Parce qu'ils vous disent, vous êtes convoqués. Chaque spécialiste vous dit, voilà. Vous explique, oui. Vous explique. Et tu ne peux pas, tu as beau être, je sais pas, tu peux pas ne pas te dire que, mais il y a quand même 5 personnes. Tous me disent la même chose. Tous me disent, voilà ce que je dois faire. Que je dois moi-même. Voilà. Quand un spécialiste dit, l'enfant ne doit plus porter le t-shirt. Parce que le boutonnage est un apprentissage essentiel. Ouais. Oui. Essentiel. Parce que, oui, le pyjama. Non, il y a les pyjamas qui ont les boutons. Il y a les pyjamas qui ont... Si tu veux faire ta maligne, aller toujours acheter le t-shirt et le sweatshirt avec l'élastique à la taille, c'est ton problème. Tu continues à retarder le parent. L'année prochaine, tu dois retourner au centre de diagnostic pour la consultation annuelle. On se dit, mais madame, cet enfant, vous pouvez nous envoyer, vous pouvez nous apporter une vidéo de comment il porte son pyjama. Voilà. Et vous allez faire comment? Vous allez apporter la vidéo du t-shirt, pyjama, t-shirt. Mais ils vont vous massacrer. Ils vont vous massacrer, les médecins. Parce qu'en réalité, vous freinez un process. Mais bien sûr. Oui. Et vous êtes là à vous plaindre, à attendre que quoi se passe. On vous donne... C'est comme si on vous donne une ordonnance, vous toussez, on dit, voilà, le médecin dit, voilà, prenez ça. Non, vous dites, non, je peux faire le ginger. Au marché, le citron. Voilà. Et après, ça ne change pas. Ça, c'est fait. Vous avez pris ce que j'ai dit. Ah non, comme ma grand-mère était là, elle a dit que le ginger est mieux. C'est ça. Les parents disent, ah non, la grand-mère est là. Elle a dit que les enfants comme ça, elle en a connu dans le passé. Au village, il y en avait comme ça. Voilà comme ça, comment on faisait. On lui mettait les fourmis maniang sur les pieds. Comme ça, ça le forçait à parler. Je vous le dis parce que je suis passé par ce parcours. On imagine tout ce que vous avez entendu. Je suis passé par là, par les fourmis maniang. Wow. Voilà. Il faut qu'il passe une nuit au bord de l'eau. Et comme au bord de l'eau, il y a toutes les sortes de crapauds qui crient. Eh bien, soit il va parler, soit il va hurler comme les crapauds, soit vous n'allez pas le trouver. Parce que ceux qui l'ont envoyé ont repris les personnes. Mais, vous savez, sur le plan traditionnel, ils sont tellement organisés à vous inventer toutes sortes de choses. Mais sur le plan médical, rien n'est organisé. Vous ne pouvez pas aller dans un hôpital du Cameroun et vous trouvez une équipe qui va vous dire le cheminement qui va être le vôtre avec votre enfant en situation de handicap. Et c'est ça qui fait que rien ne bougera. Rien ne bougera. Ça me fait sourire parce que je pense que le pauvre Dieng qui nous disait à l'université que même le docteur nous dit souvent ça. Nos aînés qui ont des responsabilités, même eux, nous devons les sensibiliser, mais surtout ne pas s'arrêter de les sensibiliser. Parce que ce qu'elle explique, c'est une question de logiciel, d'ingénierie. Et pour avoir cette ingénierie, ce n'est pas une affaire d'être docteur ou professeur, mais c'est d'avoir la compétence de penser comme ça et d'installer ce logiciel. Mais ces gens ont besoin d'être sensibilisés parce que derrière, ce qu'on recherche n'est pas un profit personnel, c'est une culture. Nous sommes des Camerounais, on a une culture du profit personnel. Oui, lorsque nous avons fait ça, madame, nous gagnons quoi dedans? C'est parfois des réponses médiocres comme ça que vous avez. Mais ce qu'on fait, c'est la santé publique, c'est pour faciliter. Si on revient au propos de Mélanie Bell, il y a à l'inauguration 2005, le ministre qui disait « Où est-ce que vous allez trouver des enfants pareils ?» Et on était mois de mars et qu'en septembre, il y avait une forte demande. 20 ans après, est-ce que ce ministre est parti avec ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a entendu? Pourtant, l'administration, c'est une logique de continuité. La solidarité gouvernementale voudrait qu'elle aurait dû interpeller le ministère de la Santé, son collègue de la Santé. Mais il y a une population que nous on ne sait pas faire. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans les secrets des dieux, mais ce qu'il faut dire généralement, c'est que c'est un logiciel, c'est une ingénierie, et même celui qui est responsable de la santé, lui-même doit être sensibilisé, et l'équipe avec qui il travaille, eux-mêmes doivent être sensibilisés à le lui rappeler.
Parce que si je suis ministre, il n'y a pas que l'autisme qui est un problème de santé publique, il y a des centaines et des milliers de maladies qui sont des problèmes de santé publique. Mais la question, c'est une question d'organisation. La deuxième chose, c'est au niveau de la formation. Elle évoquait quelque chose de très important qui est la formation continue. Et malheureusement, ce qu'il faut décrire, c'est que chez les professionnels de la santé, chez certains, la formation continue manque beaucoup. Lorsque nous recevons nos psychologues stagiaires à l'hôpital, l'une des premières choses qu'on dit, c'est que à l'université, en tant que psychologue, on nous donne environ 8% de ce qu'il faut savoir. 8%. Ça, c'est 8%, c'est même beaucoup. Mais les 92 autres pourcents, vous devez les acquérir sur le terrain. Et ça passe par des formations continues, ça passe par des webinaires, des séminaires, des symposiums, des contacts, des rencontres, des congrès, des rencontres comme ça. Vous voyez, et c'est ça. Mais le danger, c'est quoi? C'est que lorsqu'on sort de l'université ou de faculté de médecine avec un doctorat, on a comme un conducteur. On ne sort jamais de ce conducteur. Donc on répète, on répète. Alors que la recherche évolue. Voilà. Bien sûr. Alors que la recherche évolue, vous voyez un peu, on répète. Conséquent, lorsqu'il se trouve devant un enfant qui a ces signes, il ne comprend pas. Ils ont un réflexe, il l'envoie chez le psychologue. Il ne veut pas chercher à comprendre. Il ne veut pas dire, mais gars, ce que tu sais, l'enfant, ça peut être quoi? Il refait, il se débarrasse. Donc c'est une maladresse qui est réputée, mais qui s'apprend lorsqu'on est en stage. Et le maître de stage vous forme à ça. Et c'est pour ça que lorsque nous avons les psychologues stagiaires, on les invite à faire des webinaires que nous organisons. C'est un esprit que nous avons aujourd'hui, la formation continue. Parce que s'il n'y a pas la formation continue, mais la formation continue, l'esprit de la formation continue se construit aussi à l'université. Parce que même si vous êtes médecin généraliste, au bout de 7 ans, 8 ans, vous ne pouvez pas tout connaître. Parce que sur le terrain, les pathologies évoluent aussi et s'adaptent. Et se joue même de vous. Oui, on ne travaille pas avec les animaux, on travaille avec les humains. Donc, en psychologie, par exemple, vous pouvez avoir 3 personnes qui font la dépression. Mais ces 3 dépressions... Si dans les années 50, il n'y avait pas l'autisme chez nous, on ne peut pas aujourd'hui penser que dans nos universités, les médecins sortent sans jamais avoir entendu parler de ce type de handicap. Oui. Comment, si j'ai demain un enfant comme ça en consultation, je fais quoi? Voilà. Donc, c'est pour dire que cela doit être vraiment repensé. Mais même en formation, on ne peut pas tout aborder. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'autisme, mais quelqu'un va vous dire qu'on ne parle même pas du TDA, on ne parle pas de ceci. La ressource humaine, et il faut aussi des personnes qui mènent des études. Parce que si nous arrivons à parler de l'autisme aujourd'hui et que nous avons Marie-Mélanie Bell, parce que lorsqu'on parle d'autisme, lorsqu'on va sur la toile et qu'on procède à des recherches, on ne prendra que des exemples qui viennent d'ailleurs. Pourtant, les enfants, et je parle sous votre contrôle, les enfants ou des personnes avec autisme vivant au Cameroun auront une autre disposition psychologique par rapport aux enfants qui vivent, peut-être, je prendrais le Canada ou bien les États-Unis, parce que l'environnement ou le contexte n'est pas le même. Ça veut dire que pour parler même de l'autisme, il faudrait qu'on apprenne aussi à contextualiser et à prendre des cas ou des personnes qui ont un vécu, qui peuvent apporter leur expérience, parce que le tout, ce n'est pas toujours dans une école qu'on apprend, c'est au quotidien. Peut-être face à une situation, elle a, en tant que maman, d'abord trouvé la solution, et c'est à partir des cas pratiques comme ça qu'on pourrait transmettre aisément le know-how aux spécialistes. L'enfant autiste, Adrienne, l'enfant autiste avec autisme canadien n'apprend pas le métier à tisser. Ne l'apprend pas. Et même s'il apprend le métier à tisser, c'est sur des énormes machines. L'enfant avec autisme n'apprend pas... Pas dans l'artisanat. Il n'apprend pas l'artisanat. Il n'apprend pas... non. Donc, mais l'enfant, peut-être, il y a des usines qui font des yaourts, il y a des usines qui font des biscuits. On va les recevoir là-bas en stage pour... faire le pliage, apprendre à faire le pliage des cartons pour apprendre à passer, à compter les bons cartons dans les machines. Même dans les restaurants aujourd'hui, ils sont employés
Et les politiques publiques, d'ailleurs, font de telles enseignes que les entreprises sont encouragées à recruter ces enfants qui ont été préalablement formés et accompagnés justement dans la rémunération. Et on a ce qu'on appelle aussi des ateliers protégés où ces enfants vont naturellement travailler et tout naturellement impactent leur communauté. Ils sont payés. Ils sont payés pour... Ici, quelle industrie, quelle société peut vous embaucher un enfant et le paye? J'ai par exemple Luc Olivier qui est artiste peintre aujourd'hui. Si je dis par exemple sa prochaine exposition, ce sera à Bonanjo ou bien si on veut à Bonamoussadi à la galerie de Orchidéum, combien de personnes? C'est juste une question. À part peut-être ceux qui sont des parents qui sont curieux et avertis, amoureux de l'art, qui viendront de façon spontanée, mais ça se passe comment? Il faudrait toujours... Combien de Mélanie Bell faudrait-il dans ce pays pour qu'on arrive à transformer tous ces enfants autistes? Parce que on l'a dit, la prise en charge adéquate, éducation appropriée. Et il y a une phrase, Mélanie, dans nos échanges en off, tu le dis souvent, l'attention que demande un enfant autiste, c'est en fait l'attention que demandent tous les enfants. Tous les enfants? Tous les enfants. Parce que regardez, l'actualité est encore là. Vous avez tous appris les deux enfants qui ont tué une fratrie. Deux garçons, 22 ans et 17 ans, qui ont tué leur petit ami, leur camarade du quartier, 20 ans. Oui. Et ces deux enfants sont les enfants d'un médecin de l'hôpital général. Alors, comment est-ce qu'on construit, comment la pensée d'un garçon de 22 ans qui doit être à l'université et de son petit frère de 17 ans? Quel schéma, comment on arrive à ce qu'ils construisent une pensée, une idée d'aller descendre, pour une histoire de petite copine, d'aller descendre l'enfant, leur voisin. Leur voisin. Alors, comment ça se construit? Qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation depuis qu'il est né? Comment on ne lui a pas appris que la vie, en plus toi, un papa qui est médecin, qui sauve des vies, et toi, tu te charges d'aller la détruire? Mais forcément, parce que si on va regarder, les psychologues vont regarder le parcours de cet enfant. Ils vont mettre le doigt sur ce qui... Comme je vois vos deux yeux, vous voyez mes deux yeux. Ils vont mettre le doigt sur ce qui... cette culture-là ici, Jérôme? La culture d'aller... Mais aujourd'hui, on va l'avoir parce que la drogue a envahi les cours de récréation. À l'époque, nous, on n'avait que les bonbons alcoolisés. Jaune ou rouge, on avait les sucettes, on avait les sucettes, on avait les gros beignets qui coûtaient 25. Sinon, les enfants des pauvres pasteurs comme moi, on avait 10 francs. Donc il y avait les petits beignets de 10 francs, ceux qui étaient les enfants avaient les beignets. Donc, on n'avait pas autre chose. Mais aujourd'hui, comme dirait l'autre publicité, tout ce qui est rouge n'est plus bonbon alcoolisé. Oui, justement. Oui, Jérôme. Oui, je disais qu'il y a un vrai problème d'adaptation. On se dit quand même qu'on est quitté de l'époque où elle décrit là, vers une époque où on ne s'attendait pas. Mais on a embrassé le monde sans toutefois s'adapter à des réalités et préparer justement des enfants à faire face à cela. Et donc, si je reviens un peu pour prendre l'exemple sur l'autisme, comme on parlait tout à l'heure, quelqu'un me pose la question, alors pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de l'autisme? Est-ce que c'est le nombre d'enfants autistes qui a augmenté ou bien avant il y avait toujours? Alors moi, je lui réponds simplement en disant, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'autisme, on va voir qu'il y a beaucoup d'enfants autistes pour deux raisons. Parce qu'à l'époque, on n'en savait pas du tout. On les gardait dans la maison. Voilà. Aujourd'hui, les gens ont pris le courage parce que les mamans comme elle, elles ont travaillé pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et maintenant, c'est de notre responsabilité de dire, bon, ok, maintenant, on connaît quel est le profil, quel est le cadre, il faut encadrer, il faut mettre des bases pour pouvoir amener des gens à suivre.
pas laisser chacun faire comme il veut. Mais ce cadre doit être validé par l'État. C'est l'État, dans d'autres pays, dans sous autres cieux, on sait que... une politique de santé publique qui est mise sur pied pour pouvoir intégrer tous les acteurs qui doivent contribuer dans ce sens-là. Chacun se lève. C'est ce qu'il faut faire. Je suis là. Parce que sinon, le nombre d'enfants autistes, on va diagnostiquer, on va le repérer progressivement. Parce que quand même, il y a un travail qui est fait de sensibilisation, que ce soit au niveau des enfants, des parents, des écoles, des enseignants, des professionnels de santé. Donc, on milite dans ce sens-là. Et surtout dans un contexte où on parle de l'inclusion au niveau de l'éducation, comment arriver à parler de l'inclusion quand on n'arrive même pas à poser le diagnostic et à dire qui est qui, qu'est-ce qu'on fait, et comment parler d'inclusion quand les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés justement à l'accueil de ces enfants différents-là. Parce qu'on va dire inclusion, oui, à Orchidéum, on a un cadre. On a essayé de travailler à ce que ça se fasse dans la norme. Rentrons dans une école publique où moi, parent d'un enfant autiste, je n'ai pas les moyens peut-être d'aller à Orchidéum et que je souhaite que mon enfant, mine de rien, socialise et s'habitue et que je suis peut-être Marie-Mélanie Bell ou bien vous autres spécialistes, mais je n'ai pas les moyens d'amener cet enfant-là dans un centre privé. L'école publique s'offre à moi. L'État m'a parlé d'éducation inclusive. Et lorsque je vais amener mon enfant, le premier jour, peut-être c'est la rentrée, on laisse tout le monde rentrer, le temps de tamiser, mais au bout d'une semaine, on va me demander de repartir avec mon enfant parce que justement, la maîtresse ou le maître ne se retrouve pas et ne sait même pas. Est-ce qu'on parle de médecins ou de spécialistes qui doivent diagnostiquer? Est-ce qu'on parle aussi de ces accompagnants-là? Est-ce qu'on parle de la formation des personnes, service à la personne? Est-ce que nous sommes préparés pour cela? À un moment donné, nous craignons que nous soyons dépassés, sinon on ne l'est même pas encore. Nous sommes loin. Vous savez que c'est ce concept d'inclusion. On ne veut pas être fataliste. Hein. Oui, ce concept d'inclusion, c'est un concept qui est très promoteur, mais qui est tellement vide encore de contenu aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas envisager l'inclusion sans des acteurs de l'inclusion. L'inclusion, ça ne veut pas dire prendre un enfant autiste, aller mettre dans une école ordinaire. Ce n'est pas ça l'inclusion. L'inclusion veut dire qu'il y a des aménagements spécifiques à faire, que ce soit au niveau des écoles. Est-ce que c'est les coûts qui freinent justement? Non, ce n'est pas les coûts, c'est pas les coûts. On revient. C'est d'abord une volonté politique et non des slogans creux. L'école telle, l'école inclusive. Allez-y, l'enseignant c'est un métier. L'enseignement c'est un métier. L'enseignement n'est pas de transmettre des apprentissages. On ne dit pas qu'on enseigne un enfant handicapé. On lui donne des apprentissages parce qu'il y a des choses qu'il n'aura jamais. Encore que dans l'apprentissage, on peut faire une même chose sur des mois pour que l'enfant puisse... une compétence. Oui. Voilà, l'apprentissage, l'inclusion, c'est que cet enfant qui a une compétence peut être à côté de ceux qui ont 1000 compétences, mais qu'il trouve sa place parce qu'il est accueilli, parce que l'école est accueillante. Et l'école accueillante veut dire quoi? L'école accueillante a, à côté des enseignants, des éducateurs ou des moniteurs formés au handicap, formés à l'autisme, formés aux malvoyants, aux malentendants. Il y a des enseignants qui enseignent le langage des signes, le braille. Il y a des classes à l'intérieur d'une école. Parce que ce n'est pas la salle de classe qui fait problème. L'important n'est pas que l'enfant en situation de handicap soit dans la même salle de classe. Il faut qu'il est dans une salle de classe spécifique. Parce que le matériel pour le braille... Non, on voit plus la salle de classe ici, alors que... Voilà, on a la salle de classe qui est équipée de matériel de braille. Oui, mais ça ne suffit pas. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Mais si au moins dans les écoles primaires, ils pouvaient avoir une classe de braille, une classe avec les enseignants qui ont appris le langage des signes. Donc, maintenant, ils upgradent toute cette population-là. Et maintenant, la cour de récréation est l'endroit où l'inclusion, parce que tout le monde veut jouer. Ça suppose même déjà qu'on éduque
les enfants accepter la différence. Mais bien sûr, ça se passe dans la cour des récréations. Au centre Orchidée, les enfants autistes commencent dans des classes spécialisées où ils ont un pour un encadreur, un enseignant. Mais quand ils sont à la cour des récréations, il y a des jeux, on nomme à chaque heure de récréation, c'est toi le moniteur de la récréation d'aujourd'hui. Donc tu t'occupes de tes camarades différents. Vous apprenez par exemple à jouer avec, vous mettez un œuf ou une balle de tennis sur une cuillère et tu fais 50 mètres sans que ça tombe. Et après tu lui donnes. Et tu l'aides à marcher droit, pas comme l'œuf à peine un pas, ça va tomber. Et c'est le coaching est fait par des mentors qui sont les enfants dits normaux. Et ça les amuse. Je dis, ah tiens, et ils sont fiers de réussir que j'ai appris à lui. Je suis fier parce que je lui ai appris à faire quelque chose. Avec moi, il a porté l'œuf dans la cuillère. Nous avons sur fait telle distance. Sur telle distance. Ouais. C'est pas tombé. Parce que je lui dis, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tu es bon, tu es un champion. On lui apprend à transmettre ça. Tu es mentor. Bravo. Un mentor, c'est un leader. Ouais. C'est un leader. Donc, tu vois, la récréation, ils attendent la récréation. Il sait à quel enfant on va m'affecter. Je vais travailler avec tel, je vais travailler avec tel. Et il est content de dire que je travaille avec Brian. Regarde, Brian, maintenant, son œuf ne tombe plus. Il en est fier, il gonfle la poitrine. Donc, et c'est ça l'inclusion. L'inclusion ne veut pas dire qu'on prend une enseignante qui est sortie de l'Éniège, on la lance dans une salle de classe qui a les malvoyants, les malentendants, les autistes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les plaque là-bas au fond de la classe et elle avance. Elle fait son cours. Voilà. C'est comme ça, moi j'ai été voir. C'est ce qu'elle a appris en fait. Mais moi j'ai été voir. L'enseignante m'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces enfants? Qu'est-ce que vous voulez? Quel matériel j'ai? Voici la salle de classe. Et même si elle avait le matériel, est-ce qu'elle a été formée en braille? Est-ce qu'elle a la compétence? Donc on ne peut pas parler de... On se moque des gens quand on dit les classes inclusives dans les écoles publiques. Ça n'existe pas. Bon, on doit avoir des discours pour plaire, peut-être, et avoir accès à certains financements. Et pourtant, c'est facile. Il y a tellement le chômage que si on prenait des jeunes, on les formait des milliers en braille, en langage de signes, pour réellement implanter dans tout le Cameroun les classes inclusives, ça irait. Il y a des jeunes au chômage, même des jeunes qui ont des licences, géographie, sciences, et qui ne trouvent pas d'emploi. Il suffit de les former 9 mois. Il sait lire, il sait parler en braille, il s'occupe d'une ou de 2 classes inclusives à l'école publique. Bon, peut-être pour ces jeunes-là qui se posaient encore des questions, la formation, c'est possible. Hein? Oui. À défaut d'attendre les pouvoirs publics, si ça n'arrive pas, prenons-nous en charge. Peut-être vous n'aviez jamais pensé à faire carrière dans le domaine, mais dans tous les cas, il y a des possibilités de formation ici à Douala, des possibilités de formation à Maroua. Bien sûr. Quand on voit qu'un métier comme l'orthophoniste, il y en a combien? Un orthophoniste prend en charge une trentaine de personnes. Il y en a combien? Ils ont leur association, ils sont 10. Ils étaient 11. Un est parti au Canada. Moi, je les suis, je les connais. J'ai offert la bourse à 1, 2. Donc, nous sommes près de 25 millions de Camerounais. Nous avons 10 orthophonistes. Nous avons 10 orthophonistes. N'imaginons même pas les zones enclavées, n'imaginons pas les zones rurales. Les orthophonistes, leur patientèle privée, privilégiée, ce n'est pas les autistes. Oui. C'est dans les hôpitaux, les postes AVC. Oui. Si toi et moi, nous faisons l'AVC là maintenant, que le Seigneur nous en garde. Le premier professionnel, pourquoi on évacue les gens? On n'évacue pas les gens parce qu'il n'y a pas de médecins capables de suivre ces malades. On évacue les gens pour la rééducation. Les professionnels pour la rééducation, il n'y a pas. Parce que vous perdez quoi? Vous perdez toutes vos fonctions. Vous ne savez plus comment tenir la cuillère. Si c'est la cuillère qu'on tient ou c'est la fourchette, vous ne pouvez plus couper en fixant fourchette, couteau. Il faut une rééducation pour tout ça. Vous avez besoin des kinés, des ergothérapeutes. L'orthophoniste est là pour vous réapprendre à parler, à faire fonctionner votre cerveau, à écrire. Vous perdez ça.
Moi, j'ai perdu mon père à la Quintini. Il a fait 3 ans à la Quintini. Il est mort d'AVC. Rééducation, on n'a jamais entendu. Voilà, il perdait tout petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on ne savait plus. Tu viens, est-ce qu'il t'a appelé? Il se souvient de ton nom? Non. Dans tous les cas, il y a le chantier immense. Est-ce qu'on peut simplement se dire, je suis fière d'avoir croisé vos chemins parce que on a en face Marie-Mélanie Bell qui a un vécu, qui parle du spectre autistique comme si c'était son livre de chevet. Elle est parent expert. Voilà. Et parfois, j'aime à dire, je parle de ces carnets de route parce que si on devait parler de ces carnets de route, je pense que les webinaires, on multiplierait des centaines qu'on n'en finirait pas. Et que vos chemins soient croisés, je suis certaine que vous repartez. Hein, c'est l'avenir. Voilà. En attendant que l'État je sais que vous travaillez déjà sur plusieurs chantiers. Merci. Et j'ai un clin d'œil particulier pour la maison du psy. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Anaïs, dans le 4e. C'est dans le Douala 4e. Oui, 4e arrondissement de la ville de Douala. Merci. Vous avez aussi votre association. Oui, à part, Association pour l'assistance des personnes atteintes des troubles du neurodéveloppement. Donc, on milite vraiment dans l'inclusion, la sensibilisation, parce que l'autisme n'est pas le seul trouble du neurodéveloppement, il y en a plusieurs. Et on essaye d'aider des parents à insérer leurs enfants justement dans des écoles inclusives. Et pour ça, on essaie de capaciter des AFS qui sont des auxiliaires de vie scolaire pour pouvoir accompagner ces enfants, acquérir des compétences pour les accompagner à l'école. Parce que là, on fait des sensibilisations pour créer des aménagements avec des écoles bien qui acceptent de s'aligner à ce jeu-là pour créer beaucoup plus d'opportunités aux parents qui ont des enfants et qui ne savent pas exactement quoi en faire. Dans tous les cas, nous pensons à tous ces parents et nous comprenons la charge mentale. Et cette émission, nous ne sommes pas dans le jugement. Donc, on n'est pas dans vos maisons pour comprendre ce qui se passe, mais toujours est-il que c'est avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour que nous parlons de cette émission. Et pour nous, cette émission est comme cette lueur d'espoir parce qu'à travers Luc Olivier, on peut simplement dire que ce sont des personnes qui impactent la communauté et qui, au-delà des a priori et des idées reçues, un bon encadrement, l'autisme n'est pas une fatalité. Donc, il faudrait qu'on sorte de cette logique. Jérôme, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je tiens à préciser que vous êtes l'auteur de La détresse psychologique chez les parents. Un livre que vous avez commis, justement, c'est une étude, les conclusions d'une étude. Oui, c'est les conclusions d'une étude et des recommandations pour l'évaluation et l'accompagnement des parents en détresse. En tout cas, je dis merci à Martial d'avoir permis que je vous rencontre. Et je ne suis pas déçue de la qualité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, c'était la première. Et on aura le temps de vous recevoir encore pour d'autres thématiques, bien sûr. D'accord, je suis disponible. Il suffit juste de faire appel. Merci. Martial? Merci Adrienne, merci de m'avoir donné le privilège de rencontrer Madame Mélanie Bell. Et surtout d'être au contact de son expérience clinique. Vraiment, même pour nous, jeunes professionnels, ça sensibilise et ça nous donne plus d'outils. Voilà, je préfère finir par ma grande sœur, comme je l'appelle affectueusement, en disant simplement, je pense aujourd'hui, et je peux le dire, Marie-Mélanie Bell fait partie des femmes au parcours inspirant, des femmes qui continuent d'impacter l'Afrique. Je ne veux même pas me limiter au Cameroun, qui impactent l'Afrique et qui inspirent des générations. Moi, j'en fais partie et je suis heureuse d'avoir pu bénéficier durant toutes ces années de ton expérience, de tes conseils avisés. Et ta résilience encourage. Et ça n'inspire pas seulement les soirs de doute, ça inspire toute la vie. Merci Marie-Mélanie Bell d'avoir accepté de participer à cette émission. Et nous disons, je pense moi et mes jeunes fils en face,
que des émissions comme les vôtres, les maisons comme les vôtres, Dash, nous les remercions énormément parce que vous faites un travail qui devrait avoir une reconnaissance d'utilité publique. Parce que sincèrement, sans des émissions comme ça, sans les problématiques, celles-là, l'autisme et bien d'autres, tu les portes depuis 2005 que je te connais et tu n'as pas changé, tu n'as pas bougé là-dessus, tu as changé de maison, mais tu as toujours impacté le grand public et apporté les réponses, apporté l'information, la vraie, des professionnels, et pour sortir un peu les gens de l'obscurantisme, des doutes, voilà. Et ça, peu de maisons aujourd'hui le font. Tout le monde peut faire plein d'autres choses sans, loin de moi, des critiques. Mais je veux dire, cette éducation à la population, des parents qui ont des enfants différents ou des enfants en situation de handicap est primordiale. Parce que c'est par les médias comme les vôtres que les parents, le grand public, va démystifier, va se rendre compte que, mais tiens, je dois me redresser. Il y a une lumière, hein, parce qu'au bout de la nuit, le jour se lève. Voilà. Voilà. Merci Dash TV. Et je pense que après ça, vous vous attendez à ce que je dise quoi? L'autisme, oui, ça existe. Oui, c'est vrai. Mais l'autisme, on remporte des victoires. Et l'UCO est une victoire. Le U finit par sauter. Voilà. Et on le remplace par le R. De l'artiste. Vous avez écouté, compté l'histoire de Luc Olivier. Et à travers cette histoire, je suis certaine que nous avons transmis cette note d'espoir nécessaire à plus d'un parent qui nous regarde. Et dites-vous simplement, s'il l'a fait, nous aussi, on peut le faire. Ça demande juste une bonne dose de patience, de la résilience. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes comme Jérôme et Martial qui vont vous accompagner. L'expérience de Marie-Mélanie Belle parle. Que dire de plus? On se retrouve dans 7 jours pour une autre thématique, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout beaucoup d'espoir. Akiba, merci.